Alors on a un petit peu ou beaucoup parlé de fortification. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'aller visiter un petit peu ces deux ouvrages. Alors pour tout voyageur qui souhaite vraiment s'imprégner de l'histoire de Corfou, il y a donc ces deux lieux incontournables qui sont d'un côté l'ancienne forteresse qui occupe le promontoire orientale de la ville, donc effectivement la plus ancienne des deux, et puis la seconde, c'est la nouvelle forteresse qu'on trouve sur la colline Saint-Marc, donc on est là au nord-ouest de l'ancienne ville. Cette nouvelle forteresse était, comme vous le savez ou vous vous rappelez, certainement bien connue de Guillaume-Henri Dufour, parce que c'est dans cette forteresse qu'était cantonnée la compagnie de sapeurs et le détachement de train du génie dont il avait le commandement, et puis donc il avait l'occasion de s'y rendre tous les jours pour l'appel, pour l'instruction, pour l'exercice de ses soldats. Impressionnantes que soient ces deux forteresses, elles sont en fait les restes ou les vestiges d'un système de fortification beaucoup plus étendu qui ceinturait l'ensemble de la ville, qui avait donc, comme on l'a vu, été graduellement développé par les Vénitiens pendant près de 400 ans, qui avait ensuite été encore perfectionné par les Français, notamment à la période de Dufour, puis par les Britanniques, avant d'être en majeure partie démantelé par ces mêmes Britanniques au moment de la neutralisation militaire de la ville de Corfou, qui a précédé le transfert de souveraineté à la Grèce. Et donc, à son apogée, ce dispositif de fortification faisait de Corfou l'une des villes, si ce n'est la ville d'Europe, la mieux fortifiée, comme vous pouvez le voir sur cette vue du début du XIXe siècle, donc très sensiblement à l'époque où Dufour y séjournait. Vous constatez également que la défense est organisée sur plusieurs lignes successives, l'objectif étant de faire perdre un maximum de temps à un assaillant pour laisser Venise mobiliser une armée et une flotte de secours qui pourraient venir soulager la garnison de la citadelle. Donc la première ligne de défense à laquelle se serait heurté un attaquant qui vient de votre direction, depuis l'ouest, c'est la ligne des trois forts extérieurs, Abraham au nord, Saint-Roch au centre et Saint-Sauveur au sud. Donc les emplacements de ces trois ouvrages avaient été choisis de manière à ce qu'ils puissent se protéger mutuellement par le feu de leurs canons, et puis également tirer à feu croisé sur toutes les routes qui mènent à la citadelle, qui mènent à Corfou. Et si, malgré la résistance de ces trois ouvrages avancés, l'assaillant réussissait à faire sauter ce premier verrou et à s'en rendre maître, en fait, il lui resterait le plus dur à franchir, c'est-à-dire le front bastionné qui barrait l'île, ou l'isthme dans toute sa largeur, du nord au sud, et qui constituait la principale ligne de résistance de la forteresse. Sur ce front bastionné, on peut distinguer l'emplacement de la nouvelle forteresse dans son contexte d'origine, c'est-à-dire, vous voyez qu'elle faisait vraiment une partie intégrante du front bastionné qui protégeait la ville. Ce n'est pas un ouvrage isolé. Cette forteresse, elle a été édifiée à partir des années 1576-1578 sur les plans et sous la supervision d'un des plus talentueux ingénieurs militaires de son temps qui s'appelait Ferdinando di Ferrante Vitelli. Donc il n'était pas un Vénitien. Ferrante, c'était en fait le conseiller personnel en matière de fortification du duc de Savoie, et puis il avait été responsable justement de la modernisation de la plus grande partie des forteresses du duché de Savoie, mais son souverain avait accepté de le prêter à la République de Venise pour aller inspecter les fortifications de Corfou et pour avoir son conseil sur la meilleure manière de les renforcer.
Donc cette forteresse, elle a été spécifiquement conçue pour résister au feu des plus récentes pièces d'artillerie de l'époque, et puis elle est construite sur 2 niveaux. Donc le premier niveau, le niveau supérieur, qui est celui qui nous fait face, est en fait une position de verrou qui servait à empêcher un assaillant venu de la terre, donc depuis l'ouest, de tourner le front bastionné par le nord. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, cette forteresse, elle s'est parfaitement acquittée de cette mission en 1716, parce que c'est en grande partie grâce à la résistance opiniâtre de sa garnison que les Ottomans ont décidé de lever le siège et de repartir en abandonnant la majeure partie de leur matériel sur place. Le niveau inférieur de la forteresse, que vous distinguez à l'arrière-plan, alors lui, il est tourné vers le nord, et puis sa mission, c'était de protéger le port commercial de Spilia, qui se trouve en fait juste à ses pieds. Comme tous les ouvrages fortifiés, cette forteresse a été continuellement modifiée au fil du temps pour l'aider à s'adapter au progrès des moyens offensifs de l'attaquant et notamment de l'artillerie. Et puis les principales évolutions qu'elle a subies depuis sa construction, on va pouvoir les suivre sur ce plan. Donc le plan de base, le tracé en noir, date de 1688. Donc il vous montre essentiellement la forteresse dans l'état où elle se trouvait à la fin de sa construction. Et conformément au principe de la fortification bastionnée, Ferrante a modelé le sommet de la colline de manière à opposer à un attaquant, donc toujours qui viendrait de la direction de la terre, une forte tenaille qui est composée de 2 éléments, un mur remparé, et puis de part et d'autre, en flanquement de ce mur remparé, 2 bastions de forme pentagonale. Alors les bastions, c'était des ouvrages qui étaient dédiés à l'usage de l'artillerie. Grâce à leur position surélevée et ensaillie sur le front, ces plateformes permettaient d'engager les canons du fort avec une efficacité maximale parce que leurs servants pouvaient tirer sur 180 degrés en position dominante et sur l'ensemble du terrain à protéger. Donc l'ensemble de la position, le mur maçonné et les bastions portent le nom de rempart des 7 venti, donc de rempart des 7 vents. Au XVIIIe siècle, les Vénitiens se sont dit que les défenses avancées de l'ouvrage, qui à l'époque étaient constituées d'un simple fossé avec sur la partie extérieure de ce fossé un chemin couvert qui abritait des lignes de tirailleurs, des lignes d'infantristes, ne commençaient à être plus suffisantes, et puis ils ont éprouvé le besoin de renforcer les défenses avancées de leur forteresse. Donc à cette fin, ils ont pratiquement complètement comblé le fossé d'origine, que vous voyez en grisé à l'écran, pour en faire une terrasse, et puis ils ont construit à l'avant de cette terrasse un nouvel ouvrage en forme de corne, qui est celui qui apparaît en vert sur le plan, un nouveau rempart qui porte le nom de rempart Sarkonas. Je crois en grec ça veut dire un rempart qui est anguleux ou qui a des angles, quelque chose comme ça. Non? Donc ça c'était la première modification apportée au plan de la forteresse, encore du temps des Vénitiens. Et puis finalement, quand les Anglais ont pris possession des lieux en 1814, ils se sont rendus compte de l'importance majeure de cet ouvrage pour la défense non seulement de la ville, mais de l'île dans son ensemble. Et puis ils ont encore amélioré le dispositif en rasant tous les bâtiments vénitiens qui se trouvaient au sommet du rempart des Sette Venti, et puis en les remplaçant par une sorte de caserne-forteresse semi-enterrée que vous voyez en rouge sur le plan. Puis c'est cette ultime phase de construction qui a donné à la nouvelle forteresse le visage qui est en grande partie celui qu'on peut voir aujourd'hui, comme on peut le constater sur cette vue aérienne du site. Donc
Là, la taille relative des voitures vous donne une petite idée de la masse absolument gigantesque de l'ouvrage. Donc si on progresse sur le front de l'extérieur vers l'intérieur, on va trouver d'abord la trace de l'ancien fossé, qui est aujourd'hui une route. Ensuite, on va trouver la première ligne de défense, le rempart Sarkonas. Ensuite, la seconde ligne de défense, qui était donc celle d'origine, le rempart des Seteventi. Et puis enfin, la caserne forteresse anglaise, séparée de ce même rempart des Seteventi par un fossé, et puis qui a vraiment été conçu comme dernier repli, comme dernier réduit pour la garnison, comme on le voit sur cette vue, qui nous montre aussi l'ancienne ville de Corfou, et puis en arrière-plan, l'ancienne forteresse. Sur cette vue prise depuis le nord, donc depuis l'ancien port de Spilia, on observe le front bastionné de la partie basse de la forteresse, qui s'appelle le rempart de Punta Perpetua. Et puis vous observez également sur le flanc gauche du bastion oriental une des deux portes magistrales d'accès à la forteresse, qui est surmontée de l'emblème vénitien de l'aigle ailé. La caserne qui se trouve au centre de la basse forteresse est encore une construction de la période anglaise. Alors l'ensemble de cette partie de la nouvelle forteresse est toujours à l'heure actuelle une zone militaire, parce que les bâtiments sont utilisés comme caserne par une unité de la marine grecque. Donc elle a gardé, en tout cas pour ce qui concerne le casernement, une partie de sa fonction militaire. Cette photo vous montre la forteresse vue depuis la ville, donc depuis le sud. C'est ce qu'on appelle la gorge de l'ouvrage. Donc sur un ouvrage défensif, on va généralement adopter un plan de forme pentagonale, donc une figure à 5 côtés, et puis on va diriger un des angles de ce pentagone dans la direction où on s'attend à recevoir la menace. Cet angle, qui est le plus exposé à l'ennemi, on l'appelle le saillant de l'ouvrage. Et en bonne logique géométrique, le côté du pentagone qui est opposé à ce saillant, c'est la partie qui est la plus éloignée de l'ennemi, donc la partie la plus sûre de la forteresse, et c'est cette partie-là qu'on appelle la gorge. Et comme c'est la partie la plus sûre, c'est à cet endroit qu'on va aménager les entrées pour les différents bâtiments et casemates, également les entrées pour les parties souterraines des bastions, comme vous pouvez un petit peu le voir sur cette image. Sur le rempart qui se trouve en avant de la forteresse anglaise, c'est le rempart des Seteventi, et puis vous y détectez un certain nombre de cheminées d'aération, de chemins protégés. Donc les cheminées d'aération, c'était bien sûr pour aérer les galeries et les casemates souterraines du bastion, et les voies de communication pour permettre aux défenseurs de se déplacer sans être exposés aux tirs de l'ennemi. Vous y repérez également 2 bâtiments semi-enterrés qui servaient à stocker la poudre à canon. Et c'est en grande probabilité sur un de ces bâtiments que Guillaume-Henri Dufour avait dû intervenir avec une partie de ses sapeurs pour maîtriser un début d'incendie qui aurait autrement pu avoir des conséquences catastrophiques pour la forteresse, ou en tout cas pour le point concerné de la forteresse. Donc actuellement, il n'y a qu'une assez petite partie de la forteresse qui est visitable, notamment le dessus des remparts et leurs parties intérieures sont fermées au public. Donc la visite commence au pied du flanc sud du rempart des Seteventi. Donc on va aller de cet endroit jusqu'à la gorge du bastion de Tenedos, qui est celui que vous voyez au premier plan. Et puis ensuite, grâce à une galerie souterraine et puis une rampe en colimaçon,
on va se retrouver sur la plateforme du bastion de Tenedos, et ensuite en empruntant un second passage souterrain, puis une rampe à 2 niveaux, on va se retrouver au portail d'entrée de la forteresse anglaise, et finalement à la gorge et dans les fossés de l'ouvrage. L'intérieur même de la forteresse anglaise est visitable, mais seulement en partie, les niveaux inférieurs. Donc je vous propose de faire une rapide visite en image des lieux. Donc ici, c'est la poterne qui donne accès à l'entrée du public. Donc une poterne, c'est une porte dérobée qui donne sur un fossé. Généralement, on la camoufle à la gorge d'un bastion. Et puis, elle sert à la garnison à pouvoir communiquer avec les soldats qui s'occupent de la défense avancée de l'autre côté du fossé. Donc une fois qu'on a traversé le couloir qui suit la poterne, on se retrouve sur le chemin qui nous mène à la gorge du bastion de Tenedos, que vous voyez dans le fond avec l'entrée de sa galerie souterraine. En fait, là, on est entre deux remparts. Sur la gauche, on a le flanc du rempart des Sette Eventi, et puis sur la droite, vous avez le parapet du bastion de Scarpa ou du rempart de Scarpa qui donne sur la ville. Donc c'est vraiment une sorte de chemin de ronde qui sépare le pied d'un rempart de la tête du rempart suivant. Ensuite, la petite galerie souterraine et la rampe en colimaçon qui nous mène sur la plateforme du Tenedos. Le flanc des Sette Eventi vu depuis le Tenedos. La grande ouverture que vous avez au milieu, c'est bien sûr pas une porte, hein, c'est une embrasure de tir pour un canon qui est logé dans une casemate interne au rempart. Ici, la partie haute de la forteresse, à partir du Tenedos, est l'entrée de la deuxième galerie souterraine. Ici, on se trouve à la jonction des deux volets de la rampe. À droite, celle qui descend sur le bastion de Tenedos, à gauche. À droite, celle qui monte vers la forteresse anglaise. Et puis dans le fond, l'ancienne ville de Corfou et l'ancienne forteresse. Donc ça nous permet de déboucher sur la gorge de la forteresse anglaise, donc qui est un petit peu les dessous de la jupe de la forteresse. C'est l'endroit le plus secret et en principe le mieux protégé. À l'intérieur de cette forteresse, vous trouvez un très grand nombre de casemates de tir, telles que celle-ci, donc qui regardent du côté du fossé. L'embrasure centrale était destinée à recevoir une pièce d'artillerie légère, les deux latérales à des armes à feu portatives, et chaque casemate était séparée de ses voisines par des portes blindées qui ont aujourd'hui été ôtées, ce qui fait que la perte d'une casemate n'influençait pas la capacité de combat des casemates voisines. Ici, donc, on se trouve dans le fossé qui sépare d'un côté la caserne anglaise de la gorge du bastion des Sette Eventi. Donc la caserne anglaise est à droite et la gorge du bastion est à gauche. La porte que vous voyez au premier plan est une des nombreuses portes qui donnent accès aux parties souterraines du bastion des Sette Eventi. Et puis enfin, sur chaque extrémité du fossé, on trouve un ouvrage de genre qui s'appelle une caponnière. Alors elle a deux fonctions. La première, c'est que c'est une galerie qui permet de passer de la caserne aux parties souterraines du rempart sans s'exposer aux tirs de l'adversaire. Et puis la deuxième, comme vous le voyez par les meurtrières, c'est également une casemate qui permet à la garnison de tirer dans la longueur du fossé. Donc ces tirs combinés avec les tirs croisés qui viennent depuis la caserne elle-même font qu'il n'y a aucun point
du fossé où on est à l'abri. Donc il peut vous paraître pas très large et puis pas très impressionnant, mais en fait si vous essayez de trouver un endroit où vous êtes à couvert des tirs qui viennent d'une direction, ben vous vous exposez imparablement à des tirs qui viennent de 2 ou 3 autres directions différentes. Donc c'est vraiment un piège mortel. Alors on va terminer en s'occupant de l'ancienne forteresse. Donc on a déjà dit pas mal de choses à ce sujet. Donc elle occupe en effet le promontoire est de la ville. Là donc vous voyez l'aspect qu'elle pouvait présenter à l'époque où Dufour séjournait à Corfou. Comme on l'a vu, il y avait déjà eu des fortifications à cet endroit à l'époque byzantine, donc à partir du VIe siècle après Jésus-Christ, des fortifications qui ont ensuite encore été augmentées, notamment par les Angevins de Naples, avant que l'île ne soit cédée aux Vénitiens. Mais au final de ces ouvrages très anciens, il ne reste rien, ou peut-être des traces, et le visage de la forteresse que Dufour a connu est celui que les Vénitiens lui ont modelé. On repère en avant de la forteresse, comme Marc l'a souligné, cet grand espace dégagé qu'on appelle l'esplanade. Donc aujourd'hui c'est un lieu de détente et de promenade très prisé tant des Corfiotes que des touristes. Mais à l'époque c'était le glacis de la première ligne de défense. Donc ce qu'on appelle un glacis en fortification, c'est un terrain qui descend en pente douce jusqu'à se joindre au terrain naturel, et puis où on ne laisse volontairement pousser que du gazon. On élimine tout ce qui pourrait servir d'abri potentiel à un attaquant, donc on enlève les arbres, on enlève les bâtiments, pour vraiment forcer un attaquant qui viendrait de cette direction à être constamment exposé au feu venu des défenseurs de la forteresse. Donc ce type de glacis, on le trouve partout, sur l'extérieur des fossés de tous les ouvrages fortifiés. C'est pour cette raison, par exemple, qu'à Genève, on a encore une rue des glacis de Rive. C'était ceux qui précédaient les fortifications qui défendaient la ville du côté de Rive. Donc, dès leur arrivée, les Vénitiens ont commencé à améliorer ces fortifications. Donc, c'est une gravure que Marc vous a déjà montrée. Mais donc, la première chose dont ils se sont occupés, c'est de remplacer l'enceinte périphérique byzantine par une nouvelle enceinte apte à résister au feu de l'artillerie. Ensuite, en effet, ce sont les Vénitiens qui ont transformé ce qui était une presqu'île en île artificielle, en creusant un canal qui relie donc la baie de Kerkyra au nord à celle de Garitsa au sud, qui était à la fois une voie de circulation et une douve, donc un fossé immergé. Et par la suite encore, ils ont complété cette première ligne de défense par une seconde, un fossé sec, moins efficace que la douve certes, mais qui permettait encore d'assurer une défense efficace. Et puis en effet, ils se sont occupés des deux sommets qui coiffent le promontoire. Alors ils ont démoli les anciens ouvrages byzantins, angevins qui s'y trouvaient, ils ont rasé le sommet des collines, c'est pour ça qu'aujourd'hui le sommet de ces collines ce sont des plateaux, et puis ils ont construit de nouvelles tours défensives, mais ces mêmes tours défensives ont à leur tour disparu parce qu'elles ont été démolies à la période anglaise. À partir du début du XVIe siècle, face aux attaques répétées des Ottomans, il s'est imposé de renforcer encore la défense de l'ouvrage, notamment contre l'artillerie lourde. Et puis c'est sous la direction de deux des meilleurs architectes vénitiens, ou employés par la République de Venise, parce qu'ils venaient de Vérone, qui s'appelaient Michele San Micheli, et puis son neveu Gian Girolamo San Micheli, que les travaux qui ont donné au front ouest sa forme actuelle ont été entrepris.
Donc ils ont appliqué les mêmes principes de la fortification bastionnée qu'on a vu pour la nouvelle forteresse, et ce qui fait qu'actuellement la porte principale de l'ancienne forteresse se trouve au centre d'un rempart qui est protégé, flanqué de chaque côté par un bastion, celui du nord étant le bastion Martinengo et celui du sud le bastion Savorgnan. Sur cette même vue, vous repérez également le fossé sec qui constitue la seconde ligne de défense de la forteresse, et puis une des casernes construites par les Anglais, et puis bien sûr les deux pitons qu'on appelle toujours la tour de la terre et la tour de la mer, malgré qu'elle ne supporte plus d'ouvrage en forme de tour. Alors là également quelques petites vues un peu plus rapprochées des choses. Donc la première vue, c'est le mur de tirailleurs de l'esplanade. Donc ça permettait aux fantassins de tirer à couvert sur toute l'étendue de l'esplanade, donc du glacis de la première ligne de défense. Ensuite, le bastion nord et la douve à la mer, le bastion Martinengo, le bastion sud, Savorgnan, le pont qui enjambe la douve à la mer et l'entrée principale de la forteresse, la rampe d'accès à la tour à la terre qui porte quand même aujourd'hui encore une tour, même si c'est un phare, la vue de Corfou depuis la position d'artillerie sommitale de la tour à la terre. Donc vous voyez qu'une pièce d'artillerie placée à cet endroit peut couvrir toute l'étendue de la ville, couvrir l'ancienne forteresse et puis même tirer un peu au-delà. Et ici l'ancien hôpital anglais construit sur l'encellement qui sépare les deux tours. Dans l'ancienne forteresse, on trouve également un certain nombre de pièces d'artillerie représentatives des moyens utilisés tant par les défenseurs des places fortes que par leurs attaquants. Et puis, comme on est dans la maison d'un spécialiste de l'artillerie, je vais en profiter pour vous en dire quelques mots sur leur spécificité et sur leur emploi. Donc les pièces d'artillerie, comme vous voyez à l'image, se répartissent en deux grandes catégories. D'une part les canons, dont vous avez un exemplaire à l'arrière-plan, puis d'autre part les mortiers, ou les pièces à tir courbe, dont vous avez un exemplaire au premier plan. Alors un canon, c'est une arme qui est prévue pour tirer à la plus haute vitesse possible son projectile le plus loin possible. Donc c'est une arme qui sert au combat à distance. Les canons de l'époque ne tiraient pas des obus explosifs comme les pièces modernes, mais des boulets pleins en fonte. Donc c'était des projectiles à effet cinétique et leur efficacité venait de leur masse et de leur vitesse restante au moment de l'impact. Et pour ce motif, on essayait toujours d'engager les canons dès que l'ennemi se trouvait à portée, lorsqu'il était encore très loin du fort. Idéalement, on essayait de tirer à distance de sécurité, c'est-à-dire de détruire les moyens de combat de l'ennemi avant qu'il puisse les faire porter contre vous-même. En effet, ça fonctionne bien à distance, et c'est la raison pour laquelle dans les forteresses, les pièces les plus lourdes étaient toujours placées sur les endroits les plus hauts pour obtenir un maximum de portée. À l'époque anglaise, il y avait entre 800 et 1 millier de pièces d'artillerie sur l'ensemble de la citadelle, et celles qui avaient les plus longues portées pouvaient atteindre la côte albano-grecque. Donc on pouvait... combien de kilomètres? Alors, si on est tout à la pointe de la vieille forteresse, ça fait à peu près 3 km. Si on est un peu plus en retrait, c'est peut-être 4-5 km. Par contre, naturellement, le problème, on pouvait atteindre la côte, mais c'était de
de l'atteindre de manière précise, parce qu'il aurait fallu avoir, comme on le fait de nos jours, soit physiquement, soit avec des drones, un observateur avancé qui repère l'endroit où les coups tombent et puis qui envoie à la batterie les corrections de tir pour les apporter au même endroit. Et par opposition, donc, les mortiers servaient au contraire à combattre un ennemi rapproché. Donc là, le but n'était pas de lancer le projectile à la plus haute vitesse possible, mais seulement de lui donner l'énergie suffisante pour qu'il survole le rempart et qu'il retombe à la verticale sur le point visé, donc sur une trajectoire parabolique, un peu comme un lob au tennis, si vous voulez. Et puis les projectiles des mortiers n'étaient pas des projectiles massifs comme ceux des canons, mais c'était ce qu'on appelait des bombes ou des bombards. C'était des sphères d'acier creuses qu'on remplissait de pulvérin, généralement, qui est une forme extrêmement fine de la poudre à canon, très brisante, ou parfois, s'il fallait bombarder des bateaux, on les remplissait avec une matière incendiaire. Et puis ces sphères étaient munies d'une mèche qu'on allumait au départ du coup. Et puis en coupant la mèche à la bonne longueur, les artilleurs pouvaient régler la hauteur d'éclatement de leurs projectiles au-dessus du sol avec une précision assez relative pour essayer d'obtenir un effet maximum au but. Et puis il existait encore finalement c'est une variante du mortier qu'on appelait des pierriers, donc qui avait une construction extérieure tout à fait similaire au mortier, mais qui s'en distinguait par le type de projectile qu'ils lançaient. Au lieu de lancer des bombes, les pierriers lançaient des paniers en osier qui étaient remplis de cailloux et puis qui déversaient une grêle de pierres sur la tête des assaillants. Donc on appellerait aujourd'hui ce genre de projectile une arme à sous-munition. Et puis les pierriers étaient en effet un des premiers exemples connus de pièces d'artillerie spécifiquement conçues pour le combat anti-personnel ou anti-fantassin. Et elles ont fait leur apparition à peu près au milieu du XVIIIe siècle. La première ordonnance française pour les spécialistes de l'artillerie, c'est 1732, le système Vallière, qui est l'ancêtre du système d'artillerie Gribeauval, qui est plus connu. Donc voilà pour ce tour express des deux forteresses de Corfou et pour leur armement. Et puis, pour conclure, un petit coup d'œil à Corfou et à la Grèce. Donc, merci pour votre attention.